أزف لونير حبيبتي كلت النظام مرحبا سي سوان روح شوي سين بوهيد بوساكي bienvenue chers téléspectateurs à cette deuxième partie. J'ai le plaisir d'avoir avec nous monsieur Amaret Mokhtar, militant politique à partir de Paris. Monsieur Amar, السلام عليكم. أزف لك يا جماعة. الزول فلاون الزول يولي يسمحوا لنا المغاربيه. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Elias Jbeli, d'abord j'aimerais écouter puisqu'on va revenir à la situation des droits de l'homme, la dernière victime, si je peux dire ça, les Yahya Semach. On va écouter d'abord la déclaration de Tebboune sur la situation des droits de l'homme en Algérie depuis qu'il est à la tête de notre pays. On l'écoute. Je reviens à vous. الديمقراطية تاع أوروبا زادت في الجزائر. الناس تعبر على روحها. ماناش التعبير المتحضر خارج من أعماق اعتقاداتك. مرحبا. قول. سأشهر سيف القانون وسيكون حادا. كل الناس درغلم ورسمي عقالم أبريدني تزقلم في اللي ترفون. كل الناس درغلم ورسمي عقالم أبريدني تزقلم في اللي ترفون. الجاية والمكان الروح دايما شاف عاود السركان ولادي خولف كل شيء قبلتو قاع الغاشي كلش فيكم راه وراشي شبيبة فوق الروشي كلها بغيات فلوشي حراقي حابة تناجي شبيبة فوق الروشي كلها بغيات فلوشي حراقي حابة تناجي. Monsieur Amaret Mokhtar, on revient sur cette situation des droits de l'homme, malgré les déclarations, malgré les rassurances du pouvoir, malgré ce que les responsables parlent de démocratie, quiconque peut dire ce qu'il veut en Algérie. Mais on voit cette situation, elle s'aggrave chaque jour, il y a une escalade dans la répression. C'est quoi leur but, M. Amaret Mokhtar? Pourtant, en Algérie, on a l'impression qu'ils contrôlent tout, tout est sous leur contrôle. Pourquoi cette répression aveugle contre tout le monde, les syndicalistes, les partis politiques, les militants? Yahya Semach, comme j'avais dit, c'est la dernière victime. C'est un militant de la société civile, il est actif dans le champ le khair, il essaie d'aider les nécessiteux. Pourquoi, à votre avis, cette répression aveugle? Tout simplement parce que on a un pouvoir faible. Il a peur en violence. Il utilise la violence pour faire peur, pour contrôler. Il imagine des scénarios catastrophiques pour sa fin. Donc, effectivement, le Hirak auquel je n'ai pas participé, pour être honnête, il a fait peur il allait effondrer le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'utilisation de la violence par le pouvoir, il y a une institution qui tenait un peu la maison, c'était l'institution militaire, et on voit bien que ça ne va pas du tout, parce que les uns ont peur des autres, c'est clanique. On voit les arrestations des colonels, des généraux-majors. Donc, je pense que l'implosion viendra de l'intérieur, parce que le peuple est assommé et tétanisé. Soit la solution viendra de l'extérieur, donc c'est pour ça qu'ils disent le Bilad Moustahdafa, effectivement, Moustahdafa, mais grâce au travail et de son équipe. Donc les puissances étrangères peuvent profiter de cette faiblesse apparente qui ne se cache plus. Donc voilà, on a un pouvoir très faible, illégitime bien évidemment. Il achète sa légitimité à n'importe quel prix, quitte à brader le gaz, le pétrole, à faire des contrats à perte, à donner des mines, des autorisations minières aux puissances étrangères, à céder. Il n'y a qu'à voir l'interview qu'a donné l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Bokadoum. Il propose aux Américains
une coopération sans limite. La limite, c'est le ciel. Venez. Et bien sûr, c'est Tebboune lui-même qui reçoit les deux majors, donc les entreprises gazières et pétrolières américaines, Chevrolet et puis l'autre. Donc, c'est un pouvoir très faible. Évidemment, il est en train de pousser le peuple à la révolution. C'est comme ça que la révolution commence. Quand on étouffe un peuple, ça se termine par une révolution. Il suffit d'une minorité convaincue pour déstabiliser ce château de cartes qui va s'effondrer. Voilà. Mohamed Mokhtar? Oui. Justement, Mohamed Mokhtar, est-ce que vous pensez que cette répression, parce qu'on avait vu les gens, beaucoup de militants, après avoir purgé leur sentence, des fois des années, et on voit comme quoi ils ont toujours cette position, toujours cette envie pour un changement. Vous pensez que le pouvoir il est conscient que la prison, peut-être la répression, pour un moment donné, ça va servir un petit peu, mais à long terme, ça ne va pas servir ses intérêts, ses propres intérêts? Le pouvoir est en train de déférer les échéances. Vous savez, quand vous avez des traites à payer à la banque, quand vous sautez des échéances, vous allez finir par les payer, mais plus cher. Donc, il est en train de déférer les échéances pour payer plus cher. Au lieu de chercher des solutions en associant le peuple, il propose une tyrannie, il gère le pays avec des wali et des procureurs, la justice au téléphone. On ne respire plus. Quand on ne respire plus, la cocotte va exploser. D'après l'histoire, toutes les dictatures sont terminées. Saddam Hussein, Kadhafi, tout le monde va tomber, y compris celui-là. Je pense que c'est imminent. À partir du moment où Tebboune, même l'élection présidentielle, il en a fait une intronisation, puis les emprisonnements. Quand ça concerne que les citoyens, ça passe. Mais là, ça concerne aussi les militaires. Vous savez, les militaires, les colonels, les généraux qui ont peur, ils vont terminer par constituer des clans, des petits clans qui vont devenir des... Donc, le coup d'État est terminé. Et puis, ce qu'on remarque les derniers temps, c'est que ce pays, l'Algérie, ne maîtrise plus la communication. Donc, on ne distingue plus le vrai du faux. La presse dite nationale, le Moudjahid et tout ça, tout va bien. Ça, les gens ne croient plus à ça. Donc, les informations qui viennent de l'extérieur, ça permet de fonctionner avec des rumeurs. Donc, les rumeurs, on croit à n'importe quoi. On n'est pas sûr que ce soit... Les fake news marchent en Algérie. Il n'y a qu'à voir 5, 6 youtubeurs à l'étranger font la loi. Quand tu vois l'État algérien, l'État qui fait que de la barbouzerie pour arrêter MRDZ. MRDZ devient une puissance pour se poser la faiblesse de ce pouvoir. Très clair. MRDZ devient quelque chose d'immense. On a dérangé le BS comment il s'appelle, le général Sadat. Donc la France, la justice française est en train de démontrer que c'est l'Algérie, c'est Tebboune, c'est Antar, c'est l'ambassade d'Algérie qui a fait cette affaire de kidnapping de MRDZ et des autres en Espagne et tout ça. Donc quand un État a recours à la violence de ce genre, donc même dans un pays étranger, autrement en Algérie, on met en prison n'importe qui à n'importe quelle heure. Qu'il soit industriel, militant, n'importe qui. Une voix discordante qui va entendre. Point à la ligne. Très bien, Mohamed Mokhtar, restez avec nous, je reviens à vous. Monsieur Lies Djebaili, si on revient à cette situation alarmante, puisque tout le monde sont d'accord à décrire la situation comme quoi elle est très alarmante. Il y a des syndicalistes qui sont arrêtés parce qu'ils ont fait leur travail. Il y a des politiciens, la même chose. Il y a des journalistes, il y a des militants. Même des gens qui veulent marcher pour dénoncer le génocide à Gaza, on les a arrêtés. On va voir cette marche de la vendredi passé, de quelques dizaines. Malgré ça, il y avait une intervention policière. On va voir une partie de cette marche de vendredi passé. أيها المسلمون
Ce n'est plus une peur. Beaucoup disent que c'est devenu une hantise. Comment expliquer cette peur de toute voix opposante, même pendant leur travail? Un syndicaliste qui a appelé à une grève parce qu'au nom des travailleurs, il l'a emprisonné. Il y a des militants comme Yahya Semach, un militant de la société civile, et il est emprisonné. Comment expliquer ces réactions excessives du pouvoir en ce moment? Salim, le pouvoir, il est dans sa logique. Il est dans sa logique mortifère de réprimer tout ce qui va à l'encontre des libertés. Le régime, au fait, il maintient la fermeture de l'espace médiatique, il réprime la liberté d'expression, il réprime toute forme de liberté. Il est dans sa logique. Je dirais, c'est le rôle qu'il s'est fait attribuer à lui-même. C'est parce que c'est comme ça. Il n'a pas choisi la démocratie, il a choisi l'autre bord de la démocratie, il a choisi la dictature. Voilà, vous savez, l'État a le monopole de la violence, mais il a utilisé à mauvais escient, donc contre son propre peuple. Quand on dit que nous soutenons le peuple palestinien, et en même temps nous interdisons à nos concitoyens, à nos compatriotes de militer, c'est un combat humain. Je ne vois pas pourquoi ça fait tellement peur. Mais le pouvoir ne veut plus de ce genre de manifestation parce que quelque part, il y a l'image du Hira qui peut réapparaître et qui peut être aussi une menace pour lui. C'est une explication un peu psychique ou psychologique, je ne sais pas. Mais il est dans sa lignée de ne rien laisser. Il veut rien laisser. Il n'y a pas de répit pour lui, au fait, finalement. Parce que s'il laisse un espace à l'opposition ou au peuple ou à une manifestation d'une expression, d'une liberté, ça peut se retourner contre lui. Donc, il veut tout verrouiller. Pourtant, l'histoire, monsieur Elias, l'expérience a toujours indiqué que quand tu fermes tout, tu ne laisses même pas une petite porte pour respirer, il y a un risque d'explosion. On l'a vu dans beaucoup de pays, on l'a vu même en Algérie. Quand on voit un président qu'on ne voit jamais, après il demande un cinquième mandat, on a vu l'explosion de la population, des millions d'Algériens qui sont manifestés. Donc il y a toujours ce risque à prendre en fermant toute voie opposante. Il y a toujours ce risque d'explosion. Est-ce que le pouvoir, il joue sa vie parce qu'il a ce risque, comme j'avais dit, de cette explosion? Est-ce qu'il prend le risque quand même? Il est dans son rôle de dictature. Hein. Il joue un rôle qui est de dictateur finalement. Donc, mais il sait, je ne sais pas s'ils savent, Sonna al-Qarar, comme on dit, ceux qui gèrent cette Algérie, il y a des clans, on ne sait pas qui gère l'Algérie réellement, c'est des clans, c'est un équilibre de force entre eux, ils se neutralisent, mais la seule ligne rouge, il ne faut pas qu'ils la transgressent parce que ça risque de se retourner contre eux. Mais toutes les dictatures du monde ont péri, ont mal fini. Toutes les civilisations qui étaient de nature dictatoriale ont fini. Je veux dire, leur destin a été sanglant. La dictature nazie, la dictature de Mussolini, de la Seconde Guerre mondiale, un peu la dictature nippone durant la Seconde Guerre mondiale, ou la dictature de Ceausescu, la Roumanie, les pays des Balkans. Ils sont où les dictateurs serbes qui ont provoqué le génocide aussi des musulmans bosniaques? Elle est où cette Yougoslavie qui était gérée par Tito, soi-disant? Elle est où? Toutes les dictatures ont mis fin. Je ne sais pas, le régime, il est dans sa lignée. Est-ce qu'il pense que le peuple a peur de se réveiller? Moi, j'appelle un sursaut, un réveil populaire, pacifique, pour encore mettre davantage de pression pour que ça change les choses. Maintenant, si on parle des détenus d'opinion, on ne cesse de parler des détenus d'opinion. On ne cesse de parler de Mira Mouknesh qui est en prison. On ne cesse de parler de Yahya Semach qui est un grand militant intègre
Qu'est-ce qu'il a fait? On a parlé de Mohamed Ghasmi, qui a parlé, attention, que l'eau, vous risquez de polluer l'eau du Sud. Il a risqué, je ne sais pas combien il a eu d'un an de prison. Donc c'est le régime, je ne sais pas c'est quoi sa psychologie en fait. Il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi cette psychologie. Parce que c'est infernal. C'est infernal. Il ne peut pas tenir la cadence. Jusqu'à quand? Moi je me pose la question, a-t-il les moyens de tenir jusqu'à quand? Économiquement, il est cuit. Quand on dit pourquoi il fait appel aux investisseurs et de vendre 80% du sous-sol, et parce que il faut faire pallier la perte des hydrocarbures, le prix il va descendre, les relations, la guerre russo-ukrainienne va s'arranger tôt ou tard avec l'appui des Américains, des Européens, peut-être l'Iran avec un peu de timing perse, ils vont essayer un petit peu de jouer pour revendre leur pétrole. À 70 $, on va se retrouver avec un tarif référentiel fiscal à 40 $. Mais comment tenir, comment nourrir 45 millions? Et c'est là où il y aura une explosion sociale. Peut-être le Majara, ou peut-être la révolution du ventre qui va pousser cette fois-ci. Là, j'ai rien à dire. Attention, là, on peut plus. Il n'y a plus. Quand il n'y a plus d'eau dans l'arrière du pays, mais il n'y a pas d'eau, le dessalement, ça ne peut pas fonctionner, la conception des barrages, elle est en faillite, les réserves d'eau sont sèches, le stress hydrique, je veux dire, on ne produit rien, 98%. Sur le plan politique, toute l'opposition, elle est cadenassée, la société civile, on l'a complètement anéantie. Mais moi, j'ai peur de ce peuple. Quand il va se réveiller, les dégâts seront beaucoup plus dévastateurs. Enfin, j'espère sur le plan pacifiquement parlant, parce que le Hirak, en fait, c'est pacifique. Mais attention, le régime, il faut qu'il comprenne que le pacifisme n'est pas une épreuve de faiblesse, c'est une épreuve de force morale. Et peu de révolutionnaires et peu de peuples ont tenu cette révolution pacifique. Absolument. Mais je pense, à mon avis, il faut remettre la pression. Parce que quand vous m'avez posé la question sur la déclaration commune, et après, ils vont faire quoi, ces trois partis? Et après, est-ce qu'ils vont se diriger? Est-ce qu'ils vont créer d'autres initiatives? Est-ce qu'ils vont se travailler en osmose? Mais une chose, Salim, moi, depuis que je vois un peu depuis 2019, on ne sait pas travailler ensemble. On ne sait pas, au fait. C'est ça. Il faut dire les choses. Moi, je ne dirais pas par égo surdimensionné. Je ne dis pas ça. Je ne me permets pas de dire ce genre de truc. Non, il faut rester. Mais je dis peut-être qu'on n'a pas cette capacité, cette intelligence à se surpasser et travailler ensemble pour avancer. Peut-être avec la situation qui s'aggrave du jour en jour, peut-être ça va les pousser à travailler ensemble, on espère bien. De toute façon, avec cette pression, beaucoup disent que parce que le pouvoir n'a pas de légitimité intérieure, il cherche maintenant une légitimité extérieure. Avec la visite de Tebboune en Italie, c'est notre sujet prochain. Restez avec nous. Monsieur Ahmed Mokhtar, on est en guerre, bien sûr, guerre politique et diplomatique avec la France. On est en pleine lune de miel avec l'Italie. Comment expliquer cette diplomatie algérienne par rapport aux pays européens, par rapport à notre région générale, monsieur Ahmed Mokhtar? C'est la politique du fait accompli. C'est-à-dire, on est en train de la visite de Tebboune en Italie. En fait, il est en train de parler à la France. Voilà ce que vous devriez prendre avec moi, puisque vous ne faites pas ce qu'on veut. Voilà, on donne à vos voisins, donc européens, qui sont les Italiens. Cette crise avec la France n'a pas lieu d'être. Et celui qui va payer le prix, c'est la communauté algérienne de France. Ça, c'est une chose. Et moi, je vis en France, il est hors de question que Tebboune me dicte comment je vais me comporter d'abord en France, et puis
Je ne peux pas accepter, pour moi c'est inacceptable, de vivre en France et de détester la France en même temps. La France nous a ouvert ses bras, on est en France, donc on aime la France. Cela n'a rien à voir avec la mémoire, la révolution, la conquête, la colonisation. Ça, c'est un volet qui devrait être réglé entre les deux pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas la cause de cette crise, ce n'est pas les rapports par rapport à la mémoire, par rapport à la guerre d'Algérie. Tebboune et Macron ont mis en place une commission d'écriture, même si je ne suis pas d'accord, donc la raison l'a emporté finalement. Mais Tebboune perd le fil, essaie de faire, donc de fabriquer une opinion contre la France par rapport à la Révolution, alors qu'il s'agit de la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Donc Tebboune est un menteur, est un tricheur, et est un propagandiste que je ne supporte pas. D'ailleurs, les gens, les plateaux algériens de télévision, les journaux algériens qui restent bien sûr sous la houlette du pouvoir, il y a une seule rédaction, c'est Kamal Sidi Saïed à la présidence et Belkhaïm. Donc, ils sont en train de diaboliser Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur français. Le problème, c'est que Bruno Retailleau, moi, je n'ai pas vu Bruno Retailleau insulter la mémoire de l'Algérie, les Algériens, ni l'Algérie, rien du tout. Donc, il est dans son rôle, quand il veut expulser des gens qui pratiquent la violence sur le sol français à l'égard des opposants algériens, par exemple d'OLM, qui menacent dans les réseaux sociaux les gens. La France veut l'expulser, elle ne veut pas de lui, c'est son affaire, elle a le droit, elle ne veut pas expulser. Sauf que M. Aït Mokhtar, le rapprochement, en écoutant la réaction de beaucoup de journalistes et des médias français, beaucoup disent comme quoi le rapprochement entre Alger et Rome, c'est un coup de maître de Tebboune et que ça a fait mal à la France, surtout avec cette crise entre les deux pays. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapprochement algéro-italien? Vous savez, le rapport, c'est que Tebboune brade pour sa légitimité politique et pour dire à la France, voilà ce que je peux vous offrir. Maintenant, je le donne là. Il brade les richesses du pays. Donc, le contrat des prix préférentiels à $40, ça ne nourrit pas les Algériens. Donc, ça s'appelle brade des richesses nationales. Donc, il va mettre à mal les finances du pays. C'est la seule source de financement qu'on a, c'est le pétrole et le gaz. Maintenant, si l'Italie devient un hub, c'est-à-dire elle va commercialiser à la place de l'Algérie le gaz et le pétrole, mais que restera à l'Algérie? Rien du tout. Et puis, quand on régularise le Kaba, les importateurs de nuit en Algérie, d'abord, à ce sujet, je salue les trois partis qui sont le PT, le RCD et Djil Jadid, pour avoir d'abord rédigé ensemble un communiqué. Je les salue pour ça d'abord. Et puis, nous devrions tous applaudir et donner de la résonance à ce communiqué. Il faut participer donc à cet élan de ces trois partis qui appellent les Algériens et puis qui tirent la sonnette d'alarme justement sur ce rapport avec l'Italie. Le rapport avec l'Italie, ça concerne la France. Bien sûr, dans les médias français, certains dans l'opposition par rapport surtout à Bruno Retailleau, qui sont... Vous savez, il y a une élection dans un an en France. Donc, les gens travaillent pour cette élection. On dit, c'est la faute à Bruno Retailleau si Tebboune va en Italie brader son gaz, il aurait dû le faire pour la France. Oui, c'est de bonne guerre. Par contre, moi qui suis algérien, je sais qu'il est en train de brader les richesses nationales. Il n'a pas le droit. C'est juste pour redorer son blason, aller en Italie, se montrer comme quoi les Européens nous adulent. J'ai eu une visite d'État. Voilà, donc ça n'a pas été fait dans l'intérêt de l'Algérie. Très bien, ça n'a pas été fait dans l'intérêt de l'Algérie, des citoyens algériens. Monsieur Elias Djebeli, qu'est-ce que vous en pensez? Pourtant, en Algérie, on insiste comme quoi ce partenariat est gagnant-gagnant. On écoute ce reportage de Al24 sur ce rapprochement algéro-italien. Je reviens à vous.
Les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie se distinguent par leur excellence, faisant de ce partenariat l'un des plus solides de la région euro-méditerranéenne. Portée par une confiance mutuelle, elle repose sur des échanges commerciaux dynamiques, des investissements croissants et une coopération étroite dans divers domaines. كرجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين على اطلاع بالحركة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والمؤشرات الاقتصادية اللي هي من أقوى المؤشرات الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط سواء تعلق الأمر بالنمو الاقتصادي المستمر ومصداقية البلاد مالياً. L'Algérie et l'Italie réaffirment ainsi leur volonté commune de hisser leur partenariat économique à un niveau supérieur en misant sur une coopération mutuellement bénéfique fondée sur la complémentarité, la confiance et la vision partagée d'un développement durable et inclusif. Lies, qu'est-ce que vous en pensez? Ce rapprochement, on parle des échanges mutuels, des échanges commerciaux, d'une confiance mutuelle. Qu'est-ce que vous en pensez de ces relations, surtout après cette crise avec Paris? Rapidement, l'Italie, c'est la troisième puissance économique européenne qui contribue à la richesse de l'Europe. L'Italie est réputée par ses grandes exportations industrielles, optiques de précision, automobiles, de luxe. C'est un pays, au fait, surtout l'Italie du Nord, Milan, Turin, Bari. Ils sont très très forts aussi dans les innovations pharmaceutiques. Ils sont très très bons dans la mise en place tout ce qui est cardiovasculaire et tout ce qui est maladies respiratoires. L'Italie, c'est un pôle. D'ailleurs, les Chinois, la présence des Chinois en Europe, elle se fait plus en Italie qu'en France. Hein. Les gens peut-être ne savent pas, surtout côté de Milan. Milan, c'est le pôle industriel de haute volée, hein. C'est réputé. En plus, ils sont très très bons aussi dans la conception des ouvrages d'art. Donc c'est un pays très costaud, plus costaud que l'Espagne, un peu moins que la France, mais quasiment. La France et l'Italie se rivalisent, mais bon, il y a toujours une longueur d'avance pour la France parce que quand même, c'est la deuxième puissance après l'Allemagne. Et est un membre fondateur de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est le moteur franco-allemand. C'est la France et l'Allemagne qui gèrent l'Union européenne. Bref. Sinon, mais la visite de Tebboune en Italie, c'est un message, il a raison, Monsieur Aït Mourtal, c'est un message envoyé à Paris, de dire que voilà, nous sommes capables de tisser des relations bilatérales en dehors de la question mémorielle, en dehors de dépression, en dehors de l'instrumentalisation de la question algérienne. L'Italie n'a pas de contentieux avec l'Algérie. L'Italie a réglé son contentieux colonial avec la Libye. L'Italie reconnaît, elle a signé un traité d'amitié avec la Libye. C'est parce que la Libye aussi, il faut dire les choses, sur Kadhafi, ils étaient pragmatiques. Donc l'Italie et la Libye, ils sont arrivés à faire un traité d'amitié. Ils ont mis de côté cette question la question de la colonisation. Nous, malheureusement, nous n'avons jamais pu le faire. Peut-être Bouteflika avec Chirac, il aurait pu le faire en signant un traité d'amitié. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, moi, en tant qu'Algérien quand même qui binational, moi je milite pour que les relations franco-algériennes reviennent. Quant à Retailleau, Retailleau, il est dans son rang, ministre de l'Intérieur. Vous savez, quand un citoyen en situation irrégulière commet des violences doit être sanctionné et reconduit, il faut dire les choses. Hein, c'est l'ordre, la discipline, c'est comme ça qu'on gère un pays, c'est pas dans la atifa et l'émotion. Mais aussi, il faut dire que Retailleau instrumentalise aussi la question algérienne pour les élections présidentielles en 2027. Si vous avez remarqué, il est passé par ce qu'on appelle en pause, un stop and go. Après, il s'est réapparu pour essayer un petit peu de faire de la question algérienne son cheval de bataille pour les élections présidentielles. Mais quoique, c'est que les autorités algériennes, le régime algérien, le pouvoir algérien, n'a jamais su travailler avec Macron. Parce que l'occasion, je le dis, je l'ai toujours dit, Macron, il reste pro-algérien. Il a ce faible pour l'Algérie. Mais
au fait, il n'a rien vu venir de... Justement, puisque vous parlez de Macron, on va écouter la télévision algérienne ce qu'elle a dit de Macron et de sa baisse de popularité. C'est comme si on a ouvert encore un autre front contre Macron. On écoute ce reportage de la télévision algérienne. Provoqué par d'innombrables contraintes aussi bien sociales qu'économiques, le fossé n'en finit plus de se creuser. Peuple et élite français sont dos à dos. La France rumine, Macron et son exécutif viennent de tendre une nouvelle fois la perche à l'extrême droite. Le nouveau sondage effectué par l'IFOP pour le JDD en dit long sur l'état comateux dans lequel se débat le gouvernement français. Le mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron est une nouvelle fois parti à la hausse, un mécontentement qui prouve une nouvelle fois qu'Emmanuel Macron et François Bayrou devraient plutôt garder les yeux rivés sur ce qui est important et œuvrer à consolider un front social en ébullition et au bord de l'implosion et une économie qui se dirige vers la banqueroute. Ça veut tout dire, M. Liès, de cette vision algérienne que vous avez dit, comme quoi peut-être il fallait travailler avec Macron, mais avec des reportages pareils, on met tout le monde contre nous. La vision algérienne est toujours biaisée. On va pas donner des leçons, quand même qu'on le veuille ou non. La France est l'une des plus vieilles démocraties au monde. Ça remonte de Clovis. C'est 950 ans d'existence. Avec Charlemagne, avec des révolutions, avec Danton, avec Dumoulin, avec Robespierre. Toute la France, depuis Clovis, c'est des révolutions pour mettre en place cette République et les droits de l'homme. De la première jusqu'à la 5e, et peut-être ils vont ils vont mettre en place la 6e République. Ils vont encore mettre la proportionnalité dans le Parlement. Au fait, le problème, moi je l'ai toujours dit, Salim, nous n'avons le régime, le pouvoir algérien, Tebboune surtout, il est responsable personnellement de la dégradation des relations franco-algériennes. C'est lui qui porte la responsabilité. Il aurait pu profiter, exploiter son rapprochement, son amitié, si j'ose dire, personnelle avec Macron, d'avancer et de ne pas avoir les yeux derrière le projecteur, avancer, faire avancer notre pays vers d'autres cieux. C'est ça ce qu'on attend. On veut quoi? On veut construire un État autour de quoi? Autour de la citoyenneté, autour des droits, autour d'une économie prospère, autour du bien-être pour tout le peuple. C'est ça les grandes nations. Comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, elle est sortie après la Seconde Guerre mondiale, quasiment anéantie, elle n'avait rien. Même le plan Marshall, ça lui a pas suffi. Mais ils ont construit. On ne va pas rester otage de notre mémoire. Il faut résoudre cette question-là. Et le régime algérien, en premier lieu, Tebboune, n'a pas su exploiter son rapprochement et son amitié avec Macron. En 2017, Salim, il a bravé, même on lui prête de mauvaises intentions, disant que quand il est parti en 2017, il a dit que je condamne que tout ce qui a été commis en Algérie est un crime contre l'humanité. Il était courageux, il l'a dit. Et quand il est revenu, toute l'extrême droite est derrière. Il est resté droit dans ses bottes. Mais il ne faut pas le soupçonner, il l'a dit vraiment de façon honnête. JFK, l'ancien sénateur américain JFK, quand il a adressé une lettre à Eisenhower au Congrès, il a parlé de la question algérienne, de la question de l'indépendance de l'Algérie. Même De Gaulle, il a dit de quoi on se met, c'est une question française. Même on aurait pu dire que JFK, et au fait, il exploitait cette question pour ses futures, ce qu'on appelle ambitions présidentielles ou politiques. Non. Ces deux hommes-là, il faut dire Macron, il était resté du côté algérien, mais la contrepartie, il n'a vu rien venir. Et même quand il a reconnu la marocanité sur le Sahara occidental, c'est la faute aussi de Tebboune parce qu'il n'a rien vu venir. Le pouvoir algérien ne lui donne rien. Il n'y a pas des engagements politiques. Je me rappelle que Macron il s'est déplacé avec tout son gouvernement sous Elisabeth Borne. On avait dit qu'un gouvernement bis à Alger. Mais c'est quoi le résultat? Moi, ce qui m'intéresse, in fine, les résultats. Les résultats, rien. Donc, c'est qui le responsable? Le responsable, c'est Tebboune. Quant à Macron, il est dans une démocratie. Et bien sûr, Retailleau, il a dit la fin du macronisme parce que il a son deuxième mandat, c'est bientôt. Et Retailleau, il se dirige vers d'autres ambitions présidentielles. Donc, en France, c'est la démocratie. La question économique, oui, mais l'économie, mais les acquis sociaux en France n'ont pas été touchés depuis 1945.
Hein, on soigne aussi des personnes en situation irrégulière, aussi, quand même, qu'on le veut ou pas, la France reste un état de providence et qui essaie un petit peu d'écouter tout le monde. Mais ne jetons pas, il ne faut pas, le régime, à chaque fois, il répond, c'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute de Marine Le Pen, c'est la faute de Bardella, c'est la faute de Retailleau. Ils sont dans leur rôle, ils font de la politique en France. Marine Le Pen, elle a été approuvée par 11 millions. On s'en fout de Marine Le Pen. Ce qui nous intéresse, c'est Macron, le président de la République. Quand Tebboune, il a dit la France est le président de la République. Ça, il fallait exploiter, il fallait rapprocher. On ne peut pas rafler un mille des aides en pleine rue à Paris. On n'est pas dans une caserne à Antar ici, on est en France dans une démocratie. Le parquet antiterroriste, il a été mandaté pour ce genre d'action. Quasiment un hold-up. Mais c'est pas Retailleau, c'est pas Barrot, c'est pas Macron, c'est la justice française parce que c'est une justice indépendante. C'est ça. Maintenant, le régime, il est complètement isolé. Même, soi-disant, avec l'Espagne, une petite réconciliation. Mais l'Espagne n'en veut plus. Il faut dire les choses. Elle a besoin de l'Algérie sur la question migratoire et sur la question sécuritaire. Quant au pétrole, elle s'en fout royalement. Parce que Trump, il lui donne le gaz de schiste. Mais l'Italie, elle profite. Elle veut, Madame Meloni, elle dit que l'Italie souhaite devenir un hub énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont acheter du gaz algérien à un prix dérisoire, et ils peuvent le revendre à d'autres pays, un hub énergétique. Absolument. C'est ça la réalité, parce que notre gaz, on établit des contrats sur 25 ans, 30 ans. Ça veut dire que le gaz, il est indexé, il est toujours. Vous vendez votre baril à 5 $. Que le baril monte ou descende à 5 $. Il fallait le vendre autrement. Il fallait faire un contrat de 5 ans, de 6 ans, essayer d'investir dans des méthaniers et vendre du gaz naturel liquéfié. Il coûte 3, 4, 5 fois beaucoup plus cher. Comment relancer l'économie? Et la France aussi, on a besoin de la France aussi. Très bien, monsieur. Très bien, restez avec nous, s'il vous plaît, je reviens à vous. Monsieur Amaret Mokhtar, si on revient à cette relation entre Alger et Rome, on parle de partenaires gagnants-gagnants, on parle d'un échange commercial, des échanges commerciaux que les deux côtés profitent, et on parle de la diversification de l'économie côté algérien. Sauf que surtout les médias, en lisant les médias algériens après la visite de Tebboune, c'est énorme. C'est un partenariat exemplaire. Tebboune, il a vraiment cassé la baraque et il a gagné un partenariat avec l'Italie gigantesque. Sauf que le problème, comme Lies l'avait bien expliqué, c'est que qui gagne quoi dans cette relation? On va écouter un petit peu ce que Milan avait dit sur le nombre de compagnies, d'entreprises qui ont participé à ces pourparlers entre Alger et Paris. Je reviens à vous. Du côté algérien, environ 140 opérateurs économiques ont participé, tandis que la majorité des participants étaient des Italiens. هناك في هذا المنتدى حوالي أو أكثر من 500 شركة إيطالية وجزائرية، وهذا الأمر يعكس ترابطا أكبر بين اقتصادي البلدين. بالطبع تحدثنا عن الطاقة هي من بين المواضيع الأكثر صلابة في علاقتنا. إيطاليا تطمح لأن تكون نقطة توزيع أو هاب أو مدخل باب للطاقة في أوروبا، الطاقة التي تنتج في أفريقيا، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لأوروبا، وهذا هدف بالطبع بدون التعاون الثمين والدعم الثمين من قبل الجزائر لا يمكن أن يتحقق. Monsieur Amaret Mokhtar, malgré ce que la presse algérienne a dit, comme quoi voilà, c'est un partenariat exemplaire, c'est des échanges commerciaux, on gagne, ils gagnent. Mais finalement, on gagne quoi exactement de cette relation? Et l'Italie gagne quoi? Surtout que Meloni avait insisté, elle avait dit qu'il y avait plus de 500 hommes d'affaires dans ces réunions, et la majorité sont des Italiens, plus de 400 sont de côté italien. On gagne quoi exactement de cette relation, monsieur Amaret Mokhtar?
D'abord, il n'y a pas de presse en Algérie. Il y a une presse comme la justice aux ordres. Donc la presse algérienne, c'est de la propagande. Il y a une seule rédaction, il y a la présidence. Bien sûr, il cajole Tebboune et tout ça. Tebboune a réussi un grand coup. Alors que, regardez entre l'Italie et l'Algérie. Est-ce que vous connaissez la balance commerciale? Qu'est-ce qu'on vend à l'Italie à part le gaz et le pétrole? Rien du tout. L'Italie ne t'achète rien. Maintenant, les entreprises italiennes, oui, ils veulent bien investir, pas investir, avec l'argent des banques algériennes. Ils viennent, ils te ramènent la technologie, tu payes cher, d'abord tu achètes leurs machines, mais on n'a pas d'entreprise en Algérie. Nous avons des affairistes aux ordres, bien évidemment, et des hommes d'affaires qui ont peur. La plupart, ils sont en prison, ont détruit le tissu industriel en Algérie. Vous savez, je vais revenir à ce communiqué des trois partis. Vous savez ce que c'est qu'un parti en Algérie? Nous, citoyens, si nous voulons construire quelque chose, faire peur à cette tyrannie de Tebboune, qui est en train de casser l'entreprise algérienne, de casser l'économie algérienne, et je pense même, parce que pour voir en ce moment de tyrannie, de dictature, trois partis unis, et ce n'est pas des moindres, trois partis unis pour faire ce communiqué, d'abord, je salue leur courage, ce n'est pas évident, c'est que les choses sont allées trop loin. L'Algérie en danger. Effectivement, je vous assure, j'assume ce que je vais dire. Tebboune, il doit être arrêté pour trahison. Il doit être déchu de ce mandat. Absolument, il faut faire vite d'abord. Il faut s'unir autour de ces trois partis, en appelant les autres partis à les rejoindre. Il faut absolument se réveiller. C'est la renaissance de la régence d'Alger. C'est la Turquie qui gère l'Algérie, à savoir, je vais le dire carrément, il y a des gens qui le disent sous le menton, Tebboune a un fil à la patte de la part des Turcs, il a peur des Turcs. Donc, c'est quoi cette banque turque qui vient en Algérie, Zeraat? C'est quoi ces entreprises qui ont tous les marchés, même les Chinois sont en train de partir? Alors, cette crise avec la France, évidemment, elle a été renforcée par cette visite qu'on a annoncée que le jour même, donc en Italie. Le problème, c'est que on a perdu le fil. C'est quoi l'élément déclencheur de cette crise? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire par les médias algériens, l'extrême droite, je ne sais quoi, le racisme, la communauté algérienne, les passeports pour les Haragas? Non, c'est la France qui a changé sa position, qui a fait évoluer sa position par rapport au Sahara occidental. Et la France est un pays souverain, elle fait ce qu'elle veut avec le... D'ailleurs, le Polizero, pour moi, c'est un match perdu, c'est plié. On n'a pas... Ça fait 50 ans qu'on perd des milliards. Ça, sur moi, je reconnais la marocanité du Sahara. Il faut faire un marché maghrébin si on veut... Si on pense à l'avenir des jeunes Algériens, on est en train de compromettre l'avenir de toute une génération. C'est que ce marché culturel et économique qui est le Maghreb, de la Mauritanie jusqu'à la Libye, il ne se fera jamais. Et celui qui empêche sa création, c'est l'Algérie. Nous sommes gouvernés par des idiots, par des mafieux, il faut le dire. Donc maintenant, quand j'entends Algérien, j'aime 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce président? Nous allons encore renaître la régence turque. L'économie algérienne est aux mains des Turcs. Nous sommes colonisés. Nous sommes colonisés. Alors, il me raconte, il est en train de gagner du temps avec la France, l'extrême droite, je ne sais quoi. Tous les jours, évidemment, il y a Alger 24, il y a Zéribir, il y a pas mal de gens qui sont autour. C'est des haut-parleurs, c'est à boire nérab, comme on appelle en arabe. Donc, il faut se réveiller et il est temps de se mettre autour d'une table. Ces trois partis, moi j'insiste encore sur ce qu'a fait Louis Ahnoun et puis le parti de Louis Ahnoun et le RCD et Djil Jadid de Sofiane Djilali. Moi j'aimerais bien qu'on tienne compte de ce communiqué. Il faut absolument en parler. Moi j'appelle Djebaili et les autres. Il faut vraiment regarder de près pourquoi on ne peut pas passer sous silence un communiqué de trois partis qui disent que l'Algérie est en danger. C'est des partis
qui ont les agréments agrémentés en Algérie. C'est des partis qui travaillent, ils sont tout au courant de la situation. Un parti, c'est un gouvernement parallèle, il sait ce qui se passe en Algérie. Donc, si nous ne voulons pas nous éparpiller, il faut se mettre autour d'eux, il faut les aider, comprendre d'abord. Il faut, même en France, moi j'appelle Jebaili et d'autres à se réunir à Paris pour voir, évidemment, chacun a sa petite vérité. On doit absolument commencer à regarder de près ce communiqué et à se rassembler autour de cette idée de l'Algérie en danger. Il faut sauver l'Algérie, c'est le moment. Tebboune est en train de travailler pour sauver sa tête. Ils s'en foutent de l'avenir de l'Algérie, ils bradent le pétrole et le gaz au prix préférentiel à l'Italie pour permettre à l'Italie de vendre notre gaz. C'est des contrats à long terme. Ce n'est pas normal. Tout ça pour s'opposer à la France. Et puis, c'est à cause du Polizero, tout ça. Ce n'est pas à cause de la mémoire. Ce n'est pas à cause de Chouhada. Ce n'est pas à cause de la guerre d'Algérie. Non, parce que Macron a tout fait pour justement régler. Il a fait des concessions. Il a dit des choses à Alger qui ne peuvent pas se dire. Il a fait des pas énormes. Et Bruno Retailleau, qu'on est en train de diaboliser, il est dans son rôle, il est ministre de l'Intérieur. Moi, je soutiens Bruno Retailleau. D'ailleurs, je vais faire toute une émission à cause de ça. Cette relation algéro-française, nous sommes concernés. Nous sommes la matière première, nous sommes des gens qui vivent en France. Il est hors de question de vivre en France, détester la France, pour plaire à Tebboune. Tebboune est un tyran. Il emprisonne les gens, il emprisonne les syndicalistes. Il y a des otages kabyles, des condamnés à mort. Ça suffit. Très bien, les Algériens qui ont peur en Algérie, ça suffit tout ça. Merci beaucoup, Malet Mokhtar. Texas militant politique à partir de Paris. Merci Elias Jebaili. On a encore 2 minutes et 30 secondes. Il y a beaucoup d'appels maintenant après sur ce communiqué des 3 partis. Beaucoup demandent à élargir cette coopération, peut-être à aller encore plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez, ces appels en 2 minutes? Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour réagir par rapport à la gravité de la situation en Algérie? Salim, moi le slogan Save Algeria, sauver l'Algérie, Enkhedou Aljazair. Ben oui, je pense, moi ce communiqué, moi je l'ai salué, je l'ai encouragé. Peut-être un début à tout, il y a un début à tout. On est tombé si bas, on va encore retomber. Moi, je pense qu'on a atteint la profondeur de la catastrophe en Algérie. Elle va mal sur tous les plans. Sur tous les plans, on ne sait pas qui gère. Je pense, à mon avis, il doit être... C'est un président qui a des problèmes de comportement ou de vision, ou je ne sais pas comment il prend ses décisions, mais l'Algérie, elle est en danger. Elle fait khatar, il faut dire les choses. Il faut encourager cette initiative, et moi j'appelle tous les militants à encourager cette initiative. Il faut pousser tous les militants, tous les patriotes à appuyer ces 3 partis, le RCD, le PT et Gilles Jadid. Il faut donner confiance, il faut faire confiance à Soufiane Jalili qu'on a reçu sur Alternative. Il a dit « Je suis désolé, j'ai fait des heures d'évaluation. » Mais qui n'a pas commis de faute, Salim? Maintenant, il faut qu'ils avancent ensemble. Maintenant, il vient de faire un communiqué sur sa page que l'Algérie est en danger sur tous les plans. Il faut que Atmen Mazouz, il faut que Louisa Hannoun, il faut qu'elle soit beaucoup plus courageuse. Et peut-être à élargir à d'autres points. Ah oui, je suis d'accord, Marc. Je suis d'accord, Salim. Il faut élargir à tout le monde. Il faut être inclusif. Tous les partis, toutes les composantes qui constituent la nation, la société algérienne, doivent se joindre à ces 3. D'ailleurs, le RCD, Atmen Mazouz, je me rappelle, il y a 6 mois, 7 mois, il a dit qu'il faut rassembler tout le monde. Il faut rassembler tout le monde maintenant. Seuls celles et ceux qui veulent défendre l'Algérie, qui sont jaloux de leur pays, s'ils veulent vraiment un changement majeur et historique de leur pays, il faut qu'ils non seulement appuyer cette initiative, il faut l'encourager, il faut la saluer, il faut se mettre au travail, un travail politique. Il faut trouver une convergence, comment changer les choses, comment changer la gouvernance, une transition de façon pacifique. Il faut que le régime, le pouvoir algérien comprenne que l'alternance
est au rendez-vous, que le jour de l'alternance a sonné. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Moi, je ne vois pas, parce que là, on va se diriger vers le mur. Il y aura une explosion sociale. Les gens vont en masse sur le plan économique, sur le plan politique. Les associations sont fermées. Alors, j'ai été dissoute. La Ligue des droits de l'homme aussi dissoute. On dissout tout. Celui qui écrit une publication se trouve en prison. Mais c'est ça l'indépendance. Non, c'est ça l'indépendance. Très bien, Liège. Merci beaucoup, Liège Bailey, économiste, militant politique à partir de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté ou d'avoir participé à notre émission. Amaret Mokhtar, je lui remercie beaucoup, militant politique. Karim Tabou, militant politique à partir d'Alger. Rachid Hassani, secrétaire national du RCD, chargé de la communication. Et bien sûr, Mohamed Amzer Rahmoun, président de l'Union internationale à Londres. Je vous remercie, vous, chers téléspectateurs. تلميرتم طام قرات ونتفكر ان شاء الله تاع الوزكا كمل على ربي والسلام عليكم.